Alors, on est de retour, euh, toujours chez Richard Meyer, qui nous accueille, toujours avec Marie-Léon Schwalkes et toujours avec Pierre Parcet. Donc, il avait clos le précédent entretien. On va rebondir sur voilà, puisqu'on fait un peu finalement dans l'ordre du visuel. Toi, tu rencontres Jacques Quéralt quand et pour quelle raison? Pour quelle raison je le rencontre venant ici en vacances, ma femme étant d'ici, donc on venait au moins 3 fois de l'année, voire 4 fois, on faisait le trajet en voiture, et donc nécessairement, à travers d'ailleurs je pense Balat, avec Michel Balat on a connu Jacques Quéralt. Ce qui a donné d'ailleurs, puisque des entretiens, les fameux entretiens, où pendant quand même, pendant pratiquement un an, tous les dimanches matins, on a enregistré nos conversations. Et là, évidemment, avec ces conversations, connaissant, voyant un petit peu de loin le climat qui existait ici, je l'ai beaucoup titillé sur ici et l'ailleurs. Et donc, avec cette question de l'ici et l'ailleurs, j'essayais surtout de voir, de provoquer chez lui un petit peu de colère, chaque fois disant, mais ce qui est fait ailleurs, est-ce que ça a une validité ici? Est-ce qu'on le pratique? Est-ce que ça joue sur les autres? Et donc, nécessairement, Jacques était vraiment Jacques magnifique donc, dans cet exercice. Et là, il y a quelques fulgurances. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est un peu pervers, c'est que qui est parmi nous un psychanalyste. Donc on était, donc Michel Balat, on était trois. Ça me plaisait beaucoup parce que il essayait d'extraire des choses de nous et quelquefois il y a eu beaucoup de bruit. Donc les bandes, elles montrent un petit peu ce qu'était ce chahut, ces parties de joutes oratoires, ces prises de position. Et puis évidemment, ce qui était assez intéressant chez Jacques, c'est qu'il aimait bien tourner les choses, retourner comme si c'était quelque chose de négatif, pour voir si on acceptait ça, parce qu'il aimait bien aller dans des territoires un peu sombres, un peu. Donc ça me plaisait beaucoup, quoi. C'est parce que c'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. Si petite fut-elle. Oui, il y avait de ça. Alors, évidemment, après, il y a eu, avec Jacques, le compère, ça a été déterminant, avec Claude Massé. On a fait des choses à travers ça. Artiste aussi. Fils avec de Ludovic. Voilà, et donc écrivain, et lui, plasticien. Entre autres, par exemple, Ludovic, j'ai fait le dernier livre, Ludovic vivant encore, autour d'une tauromachie, avec d'ailleurs d'extraordinaires dessins. C'est la première fois que Viala m'a montré des dessins de tauromachie. Jusqu'à là, il avait complètement occulté cet aspect-là de sa production, parce qu'il collectionnait aussi des BD, enfin des petits trucs américains. Et donc, il n'avait jamais montré. Et donc, c'est la première fois qu'il livrait des dessins de tauromachie. Et il m'avait d'ailleurs envoyé une lettre qui sont très beaux. Il m'a dit, c'est un peu les dessins de Picasso, d'ailleurs ils sont très beaux, enfin, c'est épuré, c'est... Voilà. Donc, comme le fameux taureau. Oui, donc voilà, donc la rencontre avec Jacques, et après on s'est beaucoup vu, et puis évidemment je suivais beaucoup, il y avait des blogs, des choses comme ça, j'essaie de voir si on ne peut pas récupérer ces blogs-là, parce que... Alors, il y en a eu qu'un ou il y en a eu plusieurs? Parce que moi, je lui connais Maître Baran. Maître Baran, il y en a eu beaucoup. Parce que moi, je suivais beaucoup ça, parce que comme je ne lisais pas de partout où j'étais, la presse régionale, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, donc ça me semblait être une perte de temps. Donc j'écoutais ce qu'on me disait, on me racontait plutôt des choses qui se passaient, mais je ne le lisais pas. Mais lui, il est agréable à lire, et il faisait des chroniques plutôt sur l'art et la culture dans Maître Baran, et qui était prodigieuse. Mais alors, je l'ai recherché, je n'ai pas trouvé, mais il paraît qu'il est stocké dans une bibliothèque. Alors, je ne me rappelle plus qui m'a dit ça, et où elle est peut-être tout simplement à Hortafala.
la bibliothèque qui porte son Je nom. pense que ce serait vraiment très très intéressant de retrouver cet ensemble de documents parce Voir que de l'éditer. bah oui, de voir les idées, moi, ça m'intéresserait beaucoup parce que justement chez chacun d'entre nous, chez beaucoup d'artistes d'ici que je connaissais, il y avait chaque fois quelque chose qui sortait de ces individus en décrivant d'abord l'individu et après ce qu'il faisait. Sa singularité. Sa singularité. Et ça, je trouvais assez intéressant. C'est pas le genre histoire enfin, de la critique habituelle où il y a 15 fois le nom de l'artiste avec, avec la différence. C'est pas pour c'était vraiment, pas pour les algorithmes. Il cernait des individus et c'était ça. Chez lui. Il faisait des miniatures d'individus. Oui, pas en les rendant petits, mais parce qu'ils étaient grands. Ah, oui. Il en faisait quelque chose de pointu. Il y avait de pointu, il y avait cet œil malicieux. Dans le pointu, il y a ça qui cherchait à donner des petites piques. Ah, vous voyez-vous, c'est ça que je voudrais faire passer, c'est ça que vous devez voir. Et donc, c'est ça qui m'excitait beaucoup, quoi. De chez lui, toujours cet aspect-là. Piquer des banderilles. Oui, des choses. Et après, vous avez vu ouais. Voilà. Ouais, et à la fin, pour un peu, s'il avait été plus espagnol que catalan, il aurait dit olé. Ouais. Et il nous aurait présenté les deux oreilles et la queue de l'artiste, si j'ose dire. Parce que c'était une corrida avec ses articles, mais une corrida de tendresse, parce que c'était comme une corrida basque, on ne tue pas l'animal à la fin. Ouais. Non, ça c'est Jacques, évidemment, il y avait ce qu'on faisait avec Massé. Après, j'ai su, ça s'est brouillé un petit peu. J'étais assez étonné parce que c'était apparemment une amitié assez profonde, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Rien, mais tout en même temps, si j'ose dire, parce que j'étais là à ce moment, pas le moment même, mais d'un côté, Claude Massé m'a raconté sa version, et Jacques, c'était non, je ne comprends pas, RAS. Ouais. Mais j'ai vu comment il s'était fâché avec Michel Perronel, et là j'étais en direct, et j'ai compris pourquoi ça avait pu se passer comme ça avec Claude. Oui. Mais Claude était un garçon assez soupolé aussi. Peut-être, oui. Non, moi, je ne le voyais pas comme ça. Mais bon, enfin, comme je sentais quelque chose de tellement profond, après, je ne comprenais pas. Mais bon, évidemment, Jacques, il y avait aussi ses écrits dans les enregistrements. Ouais. Je l'ai questionné sur ces écrits. Et donc là, il n'y avait rien à faire. Il ne voulait rien dire. Je ne sais pas si ça existe, sous quelle forme. Là aussi, c'est encore une autre chose qui serait assez intéressante de découvrir. Mais bon, alors après, il se passe aussi une chose que j'étais un peu surpris parce qu'on a aussi on a pris note de tous ces enregistrements. Et là, c'est encore pire parce qu'il faut vraiment réécrire parce que tout ça fait que, avec un peu de temps, du temps passé, on s'aperçoit qu'il y a des voix qui ont disparu. Il y a beaucoup agi ici. Et puis, on n'arrive plus à comprendre. Et on est dans une période, est-ce que c'est le trouble aujourd'hui, le trouble de tout ça, le passé qui est comme oublié, il est refoulé. Qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a plus, et il faut dire que c'est... Moi je n'ai pas rencontré de nouvelles voix comme ça ici. Et là, donc du coup, on ne sait pas. Moi je ne sais, j'ai un peu moins ce qui se passe. Ben on vit une période qui est assez étrange, c'est-à-dire que, comme disait le songe, c'est Goya, ça s'appelle le songe de quelqu'un pour m'aider. Ce dessin de Goya où il y a des chauves-souris. Ah oui, c'est la maison du sourd, non? Enfin, le Goya. Non, de l'époque là, non. Ah oui, c'est les gravures, une gravure. Oui, une gravure. Oui, les gravures de la terreur. En gros, entre chien et loup, on est à la jonction de deux mondes et l'intervalle est toujours chaotique. Ça fait partie du jeu. Oui, mais en même temps, je crois notre
notre âge fait que, évidemment, mais c'est bien comme ça, c'est qu'il y a de jeunes gens qui préparent quelque chose, et puis donc moi c'est important d'être à l'écoute de ça, donc c'est très important de... Mais est-ce qu'il y a des lieux maintenant où ça peut s'exprimer? C'est la question. Oui, il y a des lieux. Puisque les lieux culturels sont pour moi plutôt des vitrines que des lieux de création. Mais bon... Il y a peut-être d'autres formes d'expression, d'autres formes de... Oui, mais les lieux existent, mais il n'y a plus il y a eu l'institutionnel. C'est-à-dire l'institutionnel, c'était une question assez intéressante qui avait tendance un petit peu à mettre à plat les provinces en injectant des choses importantes, mais c'est nécessaire et c'était assez intéressant. Et du coup, ces structures étaient soutenues à bout de bras, ce qui fait que d'ailleurs ça s'est éteint d'une façon normale parce que tous ces individus étaient en train de vieillir, et puis ces grandes manifestations comme il y a eu au Château de Joux, comme il y a eu par exemple chez l'homme qui fait les carrés bleus, enfin il y a eu de grandes manifestations et on se retrouvait à peu près toujours les mêmes, et maintenant tout ça c'est en train d'évoluer vers des choses plus... Non, mais c'est en train d'évoluer vers des choses un peu plus, entre parenthèses, plus modestes. Les artistes s'essayent, enfin des expositions partout dans le territoire. Enfin, on les suit, on est quelques-uns à les suivre. Le public a peut-être changé. Le public a beaucoup changé. Est-ce qu'il y a eu la transmission qui s'est faite? Enfin, moi, l'art m'a intéressé parce que mon père peignait, mon arrière-grand-père peignait, et pour moi, l'art et la culture étaient une évidence. Donc j'ai recherché des gens, et je les ai trouvés comme Jacques, qui pouvaient continuer ma formation de Jedi, si je veux dire. Mais quand on est dans un endroit où ça n'existe pas, on ne va pas chercher ce qu'on ignore. Non, la transmission s'est faite. Alors, ce qu'il y a de particulier ici, il y a le rapport à la jouissance. Je pense que c'est lié au paysage, à la beauté du paysage, il faut le dire, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'artistes, je pense beaucoup par exemple à Estève, où il y a quelque chose en même temps au départ de ténébreux qui se passait. Roger comme Estève. Et puis maintenant il y a beaucoup de choses autour de vieux abstraits comme ça, mais qui en font un travail très beau. Il y a, moi j'ai pas connu ça en Lorraine, donc il y a ça qui se passe, où beaucoup de laisser aller il y a un geste un certain laisser aller comme ça qui est intéressant. Oui, qui est transformé par le festival. Il y a trois trucs qui tiennent en vitrine le département. En premier, un vieux truc qu'on appelle le rubis. En deuxième, un truc plus restant, pas les estivales, que dis-je, les déferlantes. Et en tertio, le Festival mondial de la saucisse catalane. Et c'est trois moments de jouissance qui sont plus importants que tout et qui justifient que pourquoi s'embêter plus, puisque